Bonjour tout le monde, donc dans cette capsule, on va introduire le concept d'attention dans les réseaux de neurones. Donc les premiers cas d'utilisation, vers la première utilisation aussi en traduction automatique avec l'article qui a été proposé par Badano et Bengio. Donc on va commencer par introduire un peu le concept d'attention, puis on le voit un peu par l'attention visuelle humaine. C'est une étude qui a été menée. Ici, ça date de 1977. Mais toujours est-il que l'étude est vraiment intéressante. Où est-ce qu'on avait cette image-là ici? Et on demandait aux participants, on posait ces questions-ci aux participants, donc estimate the wealth of the family, où est-ce qu'on regardait un peu les objets matériels, summarize what the family had been doing before the arrival of the unexpected visitors. Ce qui est intéressant, c'est surtout en C ici, give the ages of the people. Bon, on voit, ici c'est en fait la position visuelle du participant, donc le mouvement des yeux. Et pour estimer l'âge des personnes, bon, on focusait plutôt sur le visage des personnes. Donc ici, bon, pour faire un specific task, on voit qu'on fait un peu n'importe quoi. Ici, on regarde un peu partout dans l'image. Remember the clothes worn by the people. Donc, on voit qu'on essaie de se rappeler vraiment ici qu'est-ce que les gens portent. Remember the position of the people and objects in the room. Donc là, on voit vraiment un regard, on porte vraiment un regard complet sur l'image. Donc, c'est intéressant de voir l'attention qui est portée dépendamment du contexte dans lequel on se retrouve. Puis ça va revenir souvent, cette histoire-là de contexte, parce que on va le voir beaucoup en traduction. Prenez, par exemple, lorsqu'on est en train de traduire une phrase, on y va souvent mot à mot, mais pendant qu'on est en train de traduire un mot spécifique ou un groupe de mots spécifique, on va porter attention sur la phrase source qu'on est en train de traduire à différents endroits dans la phrase source. Donc, il y a toutes ces idées de contexte. Dans quel contexte je me retrouve, à quel moment je me retrouve à quel moment dans ma traduction, par exemple. Donc ici, on a différents contextes et dans ces contextes-là, ben, l'attention peut changer. Et c'est vraiment cette idée-là qu'il faut comprendre de l'attention dans les réseaux de neurones. C'est vraiment, étant donné un contexte ou une information que j'ai, le réseau va vouloir porter attention à différents endroits. Ça c'est pour faire suite à l'étude précédente, où est-ce qu'on a dans l'œil, bon, porte attention, c'est une attention assez spécifique. Et bon, pour aller porter attention à différents endroits dans l'image, bon, on a juste à bouger notre œil. Mais bref, une photo d'une caméra, bon, ça va être, tout va être clair comme ça ici, mais c'est sûr que l'œil humain, on focus au centre de notre œil. Donc, juste pour faire un petit parallèle ici. On a vu ce qui était le Global Average Pooling dans les réseaux de neurones, où est-ce qu'on avait vu, je pense, ça avait été introduit principalement, en tout cas dans le ResNet, on voit le Global Average Pooling, qui propose une certaine interprétabilité des résultats dans le sens où est-ce que bon, on a différents filtres, différents feature maps, pardon, qui ont été générés. Et ces feature maps-là ont des activations qui vont être par rapport à un endroit dans l'image. Et dépendamment des poids qui sont associés à ces feature maps-là, ça nous offre un peu une interprétabilité dans le sens que si on a eu des activations ici, en les combinant tous ensemble, ces différentes activations-là, on peut voir qu'il y a certains endroits où est-ce qu'il va y avoir une forte activation pour faire la classification d'une image, parce qu'on aurait un Australian Terrier, par exemple. Donc, ce feature maps-là, ici, accorderait beaucoup d'importance pour faire la classification, ce qui offre, et là, puisque c'est ce feature maps-là qui a eu une forte activation, et c'est cette section-là de l'image qui a été fortement activée,
ça nous offre une certaine interprétabilité, si on veut. Donc, c'est un peu vers la localisation et l'attention visuelle, si on veut, dans une image. On se dirige rapidement vers le texte. Une des choses qui est... en fait, simplement parce que ça a amélioré de beaucoup les systèmes de traduction. Si on se rappelle, il y a quelques années de ça, Google Traduction n'était pas nécessairement performant en termes d'outils pour arriver à traduire les bouts de texte qu'on voulait, pour lesquels on voulait obtenir une traduction. Mais jusqu'à tout récemment, depuis peut-être, il y a eu le modèle de Badano, puis ensuite il y a eu Attention is all you need, qui a vraiment révolutionné la traduction automatique. Google Traduction est rendu relativement performant pour plusieurs langues en plus. C'est ce qui est vraiment intéressant. Et bon, c'est ça pourquoi on va se diriger vers le texte, tranquillement, pas vite. Et on va commencer par ce qu'on appelle le image captioning. Donc, image captioning, la tâche est assez simple. Étant donné une image, ce qu'on veut, c'est décrire cette image-là. Donc, on a une base de données qui contient une image, en fait, qui contient plusieurs images. Et cette image-là, souvent, on va avoir plusieurs captions qui peuvent être associés à cette image-là pour offrir un peu plus de variété à notre algorithme. Mais bref, ce qu'on veut, c'est étant donné un ensemble de pixels, donc on va utiliser un réseau de neurones convolutionnel qui va venir ingérer cette image-là et nous générer potentiellement un feature maps ou un ensemble un feature vector si on veut. Et à partir de ce feature vector-là qui va avoir été produit par le réseau de neurones à convolution, on va vouloir décrire cette image-là. Donc, a dog is running in the grass with a frisbee. Par exemple, a cat is sitting on a tree branch. A woman is holding a cat in her hand. A man in a baseball uniform throwing a ball. Donc, ici, c'est des générations qui ont été faites. Bon, c'est sûr qu'ici, bon, la madame ne tient pas nécessairement un chat, mais ça, en fait, ça pourrait être ce qui était un chat jadis. Mais on voit qu'il y a une attention qui a été portée à la fourrure, par exemple. Ici, l'homme ne lance pas une balle, mais va l'attraper, mais n'empêche que le captioning qui a été fait ici reste cohérent avec les pixels qu'on a reçus en entrée et le feature map qui a été généré par le réseau de neurones à convolution. Donc, on va regarder un petit peu plus l'architecture en tant que telle de l'image captioning avec attention. Donc, comme je l'ai dit, on a une image ici en entrée qui est de une certaine hauteur avec trois canaux de couleurs. Et cette image-là va être envoyée dans un CNN. Ça pourrait être un ResNet, AlexNet, celui que vous voulez. L'idée, c'est d'obtenir une grille de features qui vont servir. En fait, c'est un peu comme si on venait discrétiser cette image-là. L'image qu'on a de H par W, on venait la discrétiser en zone pour laquelle on va vouloir porter attention. Donc, c'est la distribution sur les over L locations. Donc, on a L endroits et donc on a des vecteurs de taille D qui vont représenter ces L endroits-là. Donc, ce qu'on veut faire, c'est avoir une distribution sur ces localisations-là dans l'image et obtenir un vecteur, en fait, avec une somme pondérée des features D, qui va être un peu notre... Ici, comme je disais tout à l'heure, on a toujours un contexte pour lequel on va vouloir conditionner notre réseau de neurones. Donc, on va dire, étant donné l'ensemble des localisations dans notre image, on va venir conditionner, on va venir porter attention aux différents endroits dans l'image. C'est ce qui va nous donner une espèce de vecteur de features qui va nous dire, bon, on devrait porter à tel ou tel endroit dans l'image. Et on va tenter de générer le prochain mot dans notre banque de captioning. Juste pour donner une intuition, lorsqu'on commence, probablement que l'attention va être un peu diluée dans tous les endroits dans l'image.
Parce qu'on n'a aucune information a priori sur ce sur quoi on devrait regarder. Et lorsqu'on se met à générer du contenu, on avance au fil du temps. Là, c'est là que la distribution sur les différentes localisations va se mettre à changer dans l'image. On va voir quelque chose qui représente un petit peu plus cet aspect-là. Dans les prochaines slides, on a des images qui le démontrent. Mais c'est un peu l'idée. Donc, on commence avec une espèce de distribution uniforme, si on veut, où est-ce qu'on va regarder un peu partout dans l'image, tenter de générer le premier mot. Et étant donné le premier mot qu'on a généré, donc on va venir mettre à jour, on va venir porter attention à différents endroits dans l'image. Et on génère notre caption de cette manière-là. Donc ça, c'est vraiment tiré de cet article-ci, Neural Image Caption Generation with Visual Attention, depuis de 2015. Donc ici, on avait une petite équation, ce qu'on appelle le soft attention, c'est souvent ce qu'on appelle la somme pondérée, si on veut. Et pour arriver à obtenir cette somme pondérée-là, on va habituellement utiliser ce qu'on appelle la softmax, qui est probablement une fonction d'activation qu'on connaît déjà. Donc la softmax, en fait, c'est pour obtenir une distribution sur l'ensemble des éléments pour lesquels on pourrait porter attention. Et bon, la softmax nous faisait ça pour faire de la classification. Et ben, on peut l'utiliser tout naturellement pour avoir une distribution sur les différents endroits où on pourrait porter attention dans l'image, par exemple. Donc, on va faire une petite différence entre l'attention soft versus l'attention hard. Donc, l'attention soft, c'est vraiment une somme pondérée. Donc, on a des poids qui sont calculés par une softmax. Et effectivement, c'est comme je le disais, c'est un code d'utilisation qui n'est pas nécessairement en sortie où est-ce qu'on veut faire une classification à la toute fin du réseau. Ce qui est intéressant de l'attention soft, c'est que c'est dérivable end-to-end. Attention hard, c'est un peu le même principe. On va utiliser une softmax, mais à la place de faire une somme pondérée, on va venir piger dans cette distribution de probabilité-là. Donc, on pige un élément dans cette distribution de probabilité-là, laquelle va diriger l'attention directement. Okay? Au lieu de faire une somme pondérée de tous les éléments, et cette somme pondérée-là peut être vraiment... en fait, c'est cette distribution-là qui va changer au cours du temps, au cours de la génération textuelle. On va tout le temps prendre une somme pondérée lorsqu'on fait la soft attention. Si on fait la hard attention, mais là, on va venir piger dans cette distribution-là à différents endroits dans l'image. Et cette pige-là va être intimement liée à la distribution qui va avoir été générée à chaque pas de temps. Parce que la distribution, ce qu'il faut comprendre, c'est que la distribution, pour porter attention à l'image, change au fil de la génération. Donc, c'est non dérivable, un petit peu plus difficile à entraîner. Donc, très souvent, en fait, la grande partie du temps, on va utiliser ce qu'on appelle du soft attention. Donc, on a une petite différence ici. Soft attention, c'est un peu l'image que je voulais vous présenter. Donc, on commence, on voit qu'on porte un peu attention un peu partout dans l'image. Où est-ce qu'il y a des features, justement? Ici, on a, c'est beaucoup d'eau, mais ici, il y a des features probablement intéressants à utiliser. Bird, donc on va venir focuser directement ici. Flying, over, a, body, bon. On voit que l'attention va venir un peu va venir jouer dans l'image au fil de la génération. Tandis qu'en hard attention, on va aller focuser vraiment à des endroits très spécifiques dans l'image, comme on le voit, ce qui peut faire en sorte que l'entraînement peut être un peu plus difficile. Donc, on utilise moins de caractéristiques dans l'image. Donc, ça nous amène, on se dirige vers la traduction automatique, les modèles qui ont été proposés par Badano. Et il y avait, un problème, il y a un problème inhérent avec les réseaux de neurones récurrents, c'est que il y a une décroissance exponentielle de l'influence des éléments dans une séquence. Donc, si on est rendu à générer le 10e mot,
lorsqu'on est en train de faire la traduction automatique, c'est sûr que les mots précédents dans la langue source, des fois on commence à perdre un peu l'information. Et bon, RNN directionnel ne va pas nécessairement pallier ce problème-là. Donc, une des solutions qui a été apportée, évidemment, c'est l'attention. Donc, pardon. Une des solutions qui a été apportée, évidemment, c'est l'attention. Lorsque possiblement la vérité terrain qu'on devrait avoir, les éléments auxquels on devrait porter attention pourraient ressembler à ça. C'est impossible d'obtenir ce style d'attention-là avec les RNN, ce style d'influence. Et c'est la Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate qui a été un article vraiment intéressant qui a utilisé justement l'attention dans les réseaux de neurones récurrents. Et le problème inhérent qu'on voulait régler, en fait qu'on est venu régler ici, c'est d'arriver à pallier au résumé sémantique d'une phrase qui était contenue dans un seul vecteur. C'était beaucoup trop restrictif. Si on se rappelle du modèle sequence to sequence qu'on a ici. Donc, on a une phrase, on a un encodeur, parce qu'on a différents mots. Et cet encodeur-là va obtenir un résumé sémantique. Ici, le résumé sémantique, c'est la phrase source, si on veut, la phrase en anglais, si on veut la traduire en français, par exemple. Et à partir de ce résumé sémantique-là, on va tenter de traduire la phrase en anglais vers le français. Donc, avec seulement le résumé, c'est ce qu'on faisait historiquement, seulement le résumé, on tente de générer la phrase complète en français. Ce qui est intuitivement vraiment très restrictif. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on propose plutôt d'associer un vecteur supplémentaire, un état caché, à chacun des mots. Et on va utiliser un mécanisme d'attention qui est soft sur les états des mots en entrée pour aider à la prédiction. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas juste utiliser le résumé sémantique. Pour arriver à générer chacun des mots, lorsque je veux générer, par exemple, le mot O2 ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sonder tous les états cachés de l'encodeur, conditionné sur l'état dans lequel je me trouve. Où est-ce que je suis rendu dans ma génération? On va aller voir tous les mots de la langue source. On va voir un site web tout à l'heure où est-ce qu'on y a une super belle visualisation et c'est hyper bien expliqué sur justement, on reprend ici les exemples de Badano. Et ça nous aide effectivement à générer des phrases, à traduire des phrases qui sont plus longues. Donc, l'architecture, on a un RNN bidirectionnel qui correspond à l'encodeur. Donc, on vient encoder ici les X1, X2, X3 jusqu'à XT, ce sont nos mots. Et on vient les encoder, donc on a nos hidden states de gauche à droite et de droite à gauche. Et ça correspond à un vecteur associé à chaque mot en entrée. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir faire notre fameuse somme pondérée. On a un score qui est attribué avec notre hidden state I. Donc ça, ici, H de T, c'est vraiment là, les deux H ici, là, vu qu'on est dans un bidirectionnel. Et ce qu'on fait, donc A, T, I encode la probabilité que le mot T en sortie soit relié au mot I en entrée à l'alignement. Donc je vais présenter toute l'architecture ici. Donc ce qu'on vient ici pondérer, c'est chacun des mots selon la probabilité alpha qu'on va calculer ici. Et S de T va être fonction de S de T-1, Y de T-1 et le fameux contexte qu'on vient générer ici. Donc, l'architecture du réseau d'attention, c'est sur un réseau qui est très peu profond. Ce qu'on a en entrée, c'est S de T-1
qui vient dans le réseau, c'est l'état dans lequel on se retrouve. Et on va prendre aussi le vecteur h de 1, on envoie ça dans notre petit réseau et on va faire une softmax jusqu'avec h de t, notre dernier hidden state, ce qui va nous donner une distribution sur chacun des mots sources ici, conditionné par notre état précédent. OK? Donc, c'est le conditionnement. Donc, ça nous offre un conditionnement de où est-ce qu'on est rendu dans notre génération, dans la traduction automatique. Et on conditionne pour obtenir une distribution de probabilité sur où je devrais mettre mon attention pour générer le prochain mot S de T. Donc, ça fonctionne bien pour des phrases qui sont plus longues. Donc, on avait notre RNN Search ici. Et bon, le score bleu, c'est une métrique qui est utilisée en traduction automatique. Et ici, on a un exemple d'alignement. Je vais aller chercher, peut-être. Ici, ce qui est intéressant, on a l'inversion lors des mots. Donc, lorsque c'est fortement activé, ça veut dire qu'on a porté beaucoup d'attention. Donc, évidemment, le terme équipement porte beaucoup d'attention à equipment. Ce qui est intéressant, c'était armes chimiques. On a une attention inversée vers chemical weapons. Effectivement, ça donne une certaine interprétabilité au résultat, mais je voulais vous présenter ici justement le site web ici est un petit peu plus beau que cette simple image-là qui est tirée de l'article. L'article est pas les images ne sont pas tellement belles dans l'article original de Badano. Ici, on a eu une belle amélioration de ces images-là. Donc, je vous invite à aller voir distill.pub, qui est un super bon site web qui résume certains articles, entre autres les Augmented RNNs. Donc, ici, on appelle les réseaux récurrents avec attention. Donc, on les appelle, ces architectures-là, des Attentional Interface. Et l'idée ici, on a un peu la même... ça revient un peu à ce qu'on avait ici. Donc, on a notre état précédent B qui vient conditionner chacun de nos mots, notre traduction, pour générer le prochain mot. Et là, on fait une somme pondérée, et là, certains éléments vont avoir un peu plus d'attention que d'autres à générer cette case B-là. Voyons-le dans un exemple concret, ici, c'est le même exemple qu'on a vu dans cette fameuse slide-là. Et en plus, cet exemple-là est interactif. Donc, on voit l'attention qui est portée, le petit filet mauve dans l'écran. On voit que lorsqu'on se promène, donc ici, The Agreement, on porte beaucoup d'attention sur l'accord, sur la zone. Je vais faire la traduction plus de l'anglais vers le français. Donc, The European. Donc, The European, on a une attention qui est portée beaucoup à européenne. Economic, on a Economic et Zone. Area, c'est un peu l'interchange. On interchange un peu les mots en anglais et en français. Donc, l'attention peut shifter, si on veut. Was signed in August 90. C'est pas exactement le même exemple. Non, c'est pas exactement le même exemple. Mais bref, on a vu un peu ce phénomène-là d'interchanger des termes. Bref, je vais vous introduire ici l'exemple visuel de Badano. Ça a été aussi fait avec de l'audio, où est-ce qu'on appliquait un RNN sur un signal audio pour venir faire la transcription. Donc ici, et aussi image captioning, bien évidemment, on l'a vu, a woman swinging a frisbee in the park, on a l'image et l'attention qui est apportée ici. Donc je vous invite à aller lire plus en détail cette portion-là. Il y a d'autres modules, mais celui que je vous suggère d'aller lire, c'est les Attentional Interface. Et c'est ce qui va conclure cette lecture-ci. Et on va se diriger
rapidement pour la suite vers Attention is all you need.